Marché ou pas? Oui, super. Bien, comme Bruno l'a dit, Laurent, vous êtes un ingénieur de la prestigieuse École centrale de Paris. Je dis prestigieuse parce que c'est la même que la mienne. Et celle de Blériot. Et celle de Louis Blériot, effectivement, et de Gustave Eiffel. Et vous êtes conseiller en bilan carbone, expert dans le domaine de tout ce qui concerne la pollution de l'air, de l'empreinte climatique des transports, essayiste, conférencier. Et effectivement, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur les transports motorisés, l'évolution. Et je dois dire que j'ai été particulièrement intéressé par justement tous ces aspects historiques. Puis le dernier paru, je suis en train de le lire actuellement, c'est La ruée vers la voiture électrique, entre miracles et désastres. Et je pense que c'est vraiment le thème du jour, c'est la place de la technologie par rapport aux défis qui nous font face dans le domaine de l'environnement. Et ces ouvrages m'ont un peu bousculé parce que dans mon cursus, j'ai souvent travaillé sur des sujets, j'ai été dans des situations que vous décrivez dans vos ouvrages et où je me suis retrouvé dans une situation où je pensais régler un problème et je faisais que le décaler, d'une certaine manière. Enfin, globalement, nous le faisions ensemble, nous ne faisions que décaler le problème. Et alors, donc, ce que j'apprécie particulièrement, c'est justement ce recul historique, cette approche historique et sociologique que vous avez du développement des sciences et de la technologie, et les nombreuses références à nos anciens qui ont pris très tôt, et ça c'est aussi quelque chose qui m'a marqué, qui ont pris du recul par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire, et ça on ne l'a pas toujours en tête. Et peut-être ma première question c'est autour de ça, c'est qu'est-ce qu'on apprend de nos anciens, qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire? Bonjour, donc je vous remercie de m'accueillir. Effectivement, j'ai commis 4 livres sur les transports, dont au moins un tiers à chaque fois concerne l'histoire en fait du sujet, que ce soit l'ensemble des transports motorisés, un pavé, la bougeotte ou dernièrement la voiture électrique. Que nous apprend l'histoire? Alors pour faire savant, je vais faire des grandes citations, ça va faire bien. Donc je vais vous citer Huxley par exemple, Aldous Huxley qui a écrit Le meilleur des mondes, mais dans un autre livre, il a dit que la plus grande leçon de l'histoire, c'est qu'on oublie les leçons de l'histoire. Voilà, Huxley. Donc qu'est-ce qu'on a appris de l'histoire? Moi personnellement, rien du tout. Zéro. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu des cours d'histoire, certainement comme vous, à l'école, au lycée, mais je n'ai pas fait Sciences Po. En fait, l'histoire qu'on nous raconte à l'école, c'est l'histoire des révolutions, des guerres. Enfin, c'est important pour un citoyen de connaître tout ça. Mais l'histoire des techniques, c'est zéro. Moi, j'ai travaillé chez Renault dans l'automobile, dans le développement pendant 9 ans, notamment 5 ans autour des lignes d'échappement, des pots catalytiques, filtres à particules, vous voyez tous ces sujets-là. Si on m'avait demandé, mais de quand date le premier pot catalytique? Moi, j'aurais répondu déjà, je ne sais pas du tout, peut-être les années 70, vous voyez. Et en fait, en faisant mes recherches, mais en fait, je me suis rendu compte pour mes bouquins que le premier pot catalytique date de 1898. Pot catalytique pour voiture, conçu par un Français, publié dans la presse, lui criant, il y avait 5000 voitures en circulation dans le monde, lui criant, il faut absolument mettre ça de série sur les voitures. Vous voyez, 1898. Voilà. Donc tout ça, c'est oublié. Même celui qui a déposé le brevet du pot catalytique dans les années 40 n'était même pas au courant de ça. Donc, qu'il y avait eu des protos avant lui. Donc, que nous apprend l'histoire? Pas grand-chose, surtout si on est dans technicien ou ingénieur, on ne nous apprend rien. C'est en train de changer très récemment, mais c'est vraiment récent. Voilà. Donc, que nous apprend l'histoire? On peut en reparler. Alors, on est ici dans une enceinte où il y a pas mal d'ingénieurs qui travaillent dans l'aéronautique et le spatial, c'est même plutôt notre spécialité. Dans le domaine de l'aviation, en toute naïveté, est-ce que vous êtes quand même d'accord que la technologie nous a permis, pendant les 60 dernières années, de faire... Ouais. On va revenir sur la technologie, parce que c'est quand même le cœur du débat. Petite anecdote, il se trouve que le bouquin que je viens de sortir il y a 1 mois, bon, c'est vraiment une coïncidence, la première page, il y a 2 phrases. Et dans chacune des phrases, il y a le mot technologie. Donc je voudrais vous les citer. Le premier, c'est la dédicace du livre. Bon, c'est à tous ceux qui espèrent, mais doutent, que la technologie nous sauvera de tout travers. Bon, assez classique, ça a été un peu dit en intro. Mais la deuxième phrase, histoire d'appuyer la mienne, c'est une citation de Fairfield Osborn. Alors, c'est un zoologiste américain très connu, son bouquin a eu un gros succès aux États-Unis, ça date de 1949. Et ce qu'il écrivait dans ce bouquin, c'est, d'après lui, le plus puissant soporifique dont soit imbibée l'opinion publique, c'est la croyance
à l'époque, il pensait, à peu près partagé par tout le monde, 1949, que les miracles de la technologie pouvaient suffire à résoudre n'importe quelle difficulté. C'est exactement ce qui a été dit en introduction, et ça date de 1949. Alors, vous me dites, j'ai cité un zoologiste, bon, il a été quand même lu par Albert Einstein, hein, quand même. Einstein a dit de ce livre que la réalité de la vie qui était écrite dans ce livre était bien supérieure aux futilités des querelles politiques. Donc c'est vrai qu'avoir Albert Einstein comme auteur, voilà. Et donc vous me dites, oui, mais dans l'aviation, je vais peut-être vous citer encore Lindbergh, on parlait donc dans l'aviation. Alors Lindbergh, à la fin de sa vie, il a un petit peu viré mystique, on va dire ça comme ça. Et bon, c'est sûr qu'il a vécu la technologie lui-même en traversant l'Atlantique, le premier tout seul dans un avion. Mais après, il a travaillé sur les bombardiers, il y a eu la guerre mondiale, donc ça l'a beaucoup marqué de savoir que l'innovation technique sur laquelle il a travaillé, en fait, ça a fait énormément de morts derrière. Donc ça l'a beaucoup perturbé. Et Lindbergh, lui, il disait que sur la technologie, enfin, il écrivait, donc à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, que pour lui, l'excès de technologie, il appelait ça la technomanie. Et il écrivait que la technomanie, c'était à la science ce que le fanatisme était à la religion. Voilà. Donc l'excès de technologie nuit. Ensuite, pour revenir sur la technologie et les ingénieurs, hein, enfin, on n'est pas forcément tous ingénieurs, mais on en a discuté ensemble avec Yann pour préparer cet entretien, de se dire, selon moi, en fait, on parle du changement climatique, des impacts environnementaux, ces choses-là, je dirais qu'il y a à peu près 4 niveaux de conscience environnementale des ingénieurs. Les 4 niveaux dont je vous parle ne sont absolument pas des niveaux de compétences techniques. Pas du tout. Ce sont des niveaux de conscience environnementale. Pour moi, le premier niveau, c'est l'ingénieur, je dirais, de base, mais qui peut être véritablement un expert. Un ingénieur, on lui donne des contraintes, on lui donne des critères sur lesquels il doit optimiser les contraintes. Ça, c'est le métier de base d'un ingénieur. Ça, c'est l'ingénieur de niveau 1. L'ingénieur de niveau 2, c'est lui qui commence à comprendre ce que c'est un effet rebond. Je vais vous reparler des effets rebonds dans l'histoire. Donc, l'ingénieur de niveau 2, il comprend ce que c'est un effet rebond. Par exemple, vous dites à un ingénieur, optimisez-moi ça, optimisez la conso de tel moteur. Bon, j'optimise, je suis fort avec mon équipe, etc. L'effet rebond, c'est de se dire, oui, mais effet rebond à la Jevons, donc Stanley Jevons, 1865, à l'époque du charbon, où en fait, pour revenir au charbon, c'était à l'époque, on se disait en Angleterre, oh là là, la révolution industrielle va bientôt s'arrêter, parce qu'en fait, on consomme de plus en plus de charbon chaque année. Et puis des scientifiques disaient, des experts, ah oui, mais la machine à vapeur fait beaucoup de progrès. Donc en fait, c'est pas très grave si les ressources anglaises de charbon sont finies. Et Jevons étudie ça, et puis il se rend compte que oui, il va y avoir beaucoup de progrès techniques, sauf qu'au fur et à mesure que la machine à vapeur se perfectionne, économiquement, elle devient plus intéressante. Et en fait, même si unitairement, pour faire le même travail, elle consomme moins de charbon, au global, on consomme plus de charbon. Ça, c'est l'effet rebond. Donc, sur un moteur d'avion, par exemple, on peut se dire, oui, mais je travaille pour que le moteur consomme moins, mais si ensuite, il y en a 2 fois plus des moteurs, en fait, ça va peut-être faire une augmentation de consommation. Ça, c'est le niveau 2 de l'ingénieur. Le niveau 3 de la conscience environnementale, c'est celui qui comprend les effets rebonds sur les autres critères, multicritères, sur les autres critères que ceux sur lesquels il a, par exemple, sur le moteur en question, ou les avions, se dire, bon, il y a peut-être plus d'avions, premier effet rebond direct. Deuxième, je ne sais pas, la destination, par exemple, est-ce que ça ne va pas complètement anéantir le dépaysement par le tourisme de masse s'il y a vraiment trop de... Voilà. Donc, par exemple, effet rebond collatéral de ça. Donc ça, c'est l'ingénieur de niveau 3 qui commence à être hyper compétent en environnement. Et puis l'ingénieur de niveau 4, alors lui, il a les stades d'après, c'est qu'il fuit. C'est-à-dire qu'en fait, il a une telle intuition plutôt qu'une conscience environnementale qu'il refuse le système et il s'en va et il refuse de travailler. Donc ça, c'est l'ingénieur de niveau 4. Voilà. Donc dans ces effets rebonds, je vous en donne un sur les moteurs. Par exemple, prenons un cas typique, je m'en sers souvent dans mes conférences, c'est parce que je suis plutôt de l'automobile, vous avez compris, j'ai travaillé dans le bâtiment, l'automobile, je n'ai pas travaillé dans l'aviation, sauf pour écrire mes bouquins, dans mes recherches historiques. Et donc, par exemple, une voiture en litres au 100, vous savez combien ça consomme, je parle d'une voiture essence. Est-ce que vous avez une idée du progrès technique qui a été fait entre les voitures conçues dans les années 1930 et 2010 ? Donc on va dire de 1940 à 2010, donc sur 70 ans, en litres au 100, en moyenne, voilà, le parc automobile, en litres au 100, quel a été le gain, à votre avis, en 70 ans, en pourcentage? Pour faire 100 km, vous avez des idées là? Moins? J'ai pas compris. Non, moins 100%. Non, parce qu'on consomme toujours de l'essence aujourd'hui. Non, non, non. Non, je sais pas alors. 80, on a gagné 80%? 50%? Qui dit mieux, qui dit moins bien? 30? Mais j'ai pas entendu la bonne réponse. Ah, je l'ai entendu. La bonne réponse, c'est 0.
c'est zéro. C'est extraordinaire. Pourtant, il y a eu énormément de progrès techniques, énormément d'innovations. Vous voyez un petit peu, regardez un moteur des années 30 par rapport à un moteur de 2010. Enfin, c'est le jour et la nuit. Et pourtant, c'est zéro. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les voitures conçues dans les années 30, les petites voitures qui permettaient de transporter 4 personnes pesaient 500 kg. Et elles consommaient 5 litres au 100 parce qu'à l'époque, les ingénieurs des années 30 considéraient que les voitures consommaient à peu près autant de litres au 100 que de centaines de kilos de masse à vide. Je la redis, autant de litres au 100 que de centaines de kilos de masse à vide. C'était ça l'ordre de grandeur de la consommation des voitures modernes conçues dans les années 30. Et les voitures à l'époque pesaient entre 500 kg et 2 tonnes. Donc elles consommaient entre 5 litres et 20 litres au 100. Vous prenez 2010, les petites voitures, elles ne font plus 500 kg, elles font plus d'une tonne, mais le progrès technique fait qu'elles consomment 5 litres au 100. Et les gros pick-up américains, sans problème, ils font 20 litres au 100, voire 25 litres au 100. Alors je me suis arrêté à 2010 parce que depuis, il y a quand même eu l'hybridation. Et l'hybridation, effectivement, fait baisser. Mais vous voyez comment le progrès technique peut conduire à être mangé alors par du poids, du confort. Dans le cas des voitures, c'est du confort acoustique, de la sécurité passive, des performances au sens accélération, etc. Mais sur le critère litre au 100, il n'y avait pas eu de gain. Voilà. Alors sur l'aéronautique, du coup, votre question, voilà, parce que là, je vous parle. Voilà. Alors sur l'aéronautique, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ces 50 dernières années, c'était votre question, depuis 1970, alors là, vous allez être plus compétent que moi, j'ai en tête que, en gros, les réacteurs, on a réduit la consommation de 3/4. Alors peut-être certains vont dire 80%, mais je pense que l'ordre de grandeur, ça doit être à peu près ça. Je veux dire ces litres de kérosène par passager kilomètre. Okay, l'unité, c'est transporter un passager sur son siège payant sur 1 km. Donc, donc sur cette consommation, je pense que le gain, c'est j'arrondis pour faire facile, 75% divisé par 4. Vous pouvez dire, extraordinaire, la voiture, elle, 0, nous, moins 75%. Eh bien non. Eh bien non, pourquoi? Parce que je vais remonter 10 ans en arrière sur votre question. C'est-à-dire pas regarder les 70 dernières années, mais regarder les 80. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans les années 60, toute la flotte, elle a basculé des avions à hélice aux avions à réaction. Et à l'époque, en fait, on a doublé la consommation par passager et par kilomètre. Alors effectivement, c'était du confort, parce qu'on est passé de 550-600 à l'heure à 900 km/h. Donc c'est un gain de vitesse. Et puis donc ça, du coup, comme on a doublé la conso, vous allez me dire, on a divisé par 4 depuis, donc comme on avait doublé avant, ça reste une division par 2. Eh bien non, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60? Est apparu dans le ciel les traînées blanches. Parce que les avions à hélice de l'époque ne volaient qu'à 5000, 6000 mètres. Donc il n'y avait pas de traînées blanches dans le ciel. Les traînées blanches sont apparues parce que les avions à réaction plus puissants permettaient de voler plus haut dans un air moins dense. Et donc on a vu apparaître la marque du progrès, si vous voulez, dans les années 60, qui étaient les traînées blanches dans le ciel. Et vous savez que ces traînées blanches dans le ciel ont un effet sur le climat, donc je me décale un peu de la conso, ont un effet sur le climat qui est au moins celui du CO2 de combustion. Donc finalement, vis-à-vis, pas de la conso, c'est pas évident que ce soit x2, certains disent que c'est x3, mais bon, c'est quelque chose, il y a une incertitude sur le sujet, mais non, il y a des publications scientifiques, il y a une incertitude sur le sujet, ne dites pas ça, ce n'est pas vrai. Et donc c'est entre plus 50% et x3. Donc ce que je veux dire, c'est que, voilà, j'arrondis, on a multiplié par 2 la conso, rajouté les traînées de condensation, divisé par 4. Donc à l'arrivée, grosso modo, ça revient au même. Alors, entre-temps, le trafic automobile s'était multiplié. Alors, le trafic aérien, lui, multiplié de 1950, par exemple, à 98, c'est x100, et de 98 à 2019 ou à aujourd'hui, c'est x3. Donc en fait, il y a 300 quand même. Ouais. Donc, voilà. Donc l'aviation civile dans les années 60, c'était complètement négligeable pour le climat. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Un point qui m'a marqué, c'est que en fait, chaque progrès technique se traduit aussi par des nouveaux usages. Enfin, l'exemple dont on avait discuté, qui est l'AMI, la petite voiture électrique Citroën, on peut parler là-dessus ici aussi. En fait, c'est ce que vous me disiez, des étudiants qui allaient à pied ou à vélo maintenant prennent une AMI parce que les parents considèrent que c'est plus sécurisant. Oui, je ne veux pas me qualifiez pas d'aérobashing parce que je fais de l'automobile bashing tout autant, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai pris un exemple dans l'automobile. Donc on va essayer de basculer, parce que sinon vous allez me dire l'aviation. Non, en fait, par exemple, typiquement dans l'automobile, on dit plus une voiture est petite, plus son bilan carbone est meilleur. En fait, il y a des contre-exemples très frappants. Par exemple, vous dites une petite voiture électrique, c'est forcément l'avenir, évidemment, dans notre monde, etc. Absolument pas. La petite voiture électrique typique aujourd'hui, c'est l'AMI de Citroën. Ouvrez les yeux, regardez qui conduit, c'est un lycéen. La plupart du temps, moi je le vois à Bordeaux, c'est un lycéen.
Donc en fait, ce lycéen, s'il n'avait pas d'amis, ben, il serait soit en vélo, soit en scooter, on va dire, allez, en scooter électrique, ça serait bien, plutôt qu'un scooter thermique, soit en bus. Et puis là, il est en voiture. Donc vous voyez bien typiquement que voilà, il peut y avoir des effets rebonds aussi de ce côté-là. Dans l'augmentation des usages, oui. Et je pense qu'il y a pas mal de... Moi, j'invite d'ailleurs les gens dans la salle à lire vos ouvrages parce qu'il y a pas mal d'exemples qui sont très, très parlants. Alors, je crois qu'on a des étudiants dans la salle et j'aimerais savoir quel message vous leur donnez parce que quelquefois, il y a un peu de vague à l'âme par rapport à l'empreinte environnementale de... Moi, j'en croise des étudiants, effectivement, il y en a de plus en plus. Moi, j'en vois des étudiants depuis une dizaine d'années et on voit vraiment l'évolution. Non, moi, le message que j'ai envie de leur dire, c'est de garder le moral. Déjà, de garder le moral, même dans l'aviation, il n'y a pas de problème, d'essayer de garder le moral. Après, ce n'est pas gênant d'être pessimiste vis-à-vis de la situation, que ce soit le changement climatique, etc. Moi, je trouve qu'il est raisonnable d'être pessimiste. Moi, la définition du pessimisme, c'est de dire quelle est la probabilité que quelque chose se passe bien ou se passe mal. Si vous me mettez une balle de tennis et une corbeille à 10 mètres et vous me dites êtes-vous capable de l'envoyer dans la corbeille, je vais être pessimiste, quoi. Bon, par contre, je vais essayer, je vais en envoyer 100, je vais peut-être en mettre 2. Donc je suis pessimiste sur le fait de réussir, mais je vais m'accrocher, je vais essayer de mettre la balle dans la corbeille. Donc ça, c'est du pessimisme. L'optimisme, ça serait de dire ouais, moi je suis sûr de moi, vous me donnez une balle du premier coup, je la mets dans la corbeille. Ça je dirais, c'est de l'optimisme. Bon, c'est ma définition. Donc il faut accepter d'être pessimiste, mais de se battre justement pour que la probabilité faible, ça soit celle qui sorte à l'arrivée. Okay ? Mais par contre, ce qu'il faut refuser, c'est le fatalisme. Ça, c'est important pour les jeunes de comprendre ça. Et le fatalisme, il y en a deux. Il y a le fatalisme, je dirais, négatif, qui est de dire bah, tout est foutu, le climat part en vrac, ça ne sert à rien qu'on se batte sur ce sujet, je vis ma vie, je bosse pour gagner de l'argent, et puis je m'éclate, je profite. Ça, c'est une première forme de fatalisme. Et celle-là, il faut lutter contre. Deuxième forme de fatalisme, on va revenir sur la technologie. C'est le fatalisme technologique, c'est-à-dire de dire non, on peut continuer à vivre comme ça, il n'y a pas de problème, la technologie va suffire à nous sauver. Deuxième forme de fataliste à l'autre extrême. Et justement, il ne faut pas non plus sombrer dans ce fatalisme-là. Voilà. Donc, je dirais aux jeunes, n'hésitez pas, optimiste ou pessimiste, mais surtout ne soyez pas fataliste dans aucun des deux extrêmes. Oui. Alors, ils nous diront à la fin s'ils ont pris le message. Au niveau des pistes qui concernent notre métier, en particulier l'aviation civile, alors il y a différents aspects. On a rappelé l'intérêt de l'espace aussi, quelquefois, dans la prévention des catastrophes naturelles, dans l'observation du climat. Donc il y a un rôle aussi important des technologies qui ont été développées dans le domaine spatial pour aider dans les problèmes d'environnement. Mais pour le transport civil, pour l'aviation civile, il y a beaucoup de débats parce que même si l'empreinte globale est relativement modeste, finalement, même si on ajoute les traînées par rapport à d'autres moyens de transport. C'est 5-6% au niveau mondial, mais c'est 5-6% pas bien répartis. Il y a quelque chose qui vient avec, qui est, oui, mais c'est une petite minorité de gens dans le monde qui ont accès et qui créent ce problème. Il y a des solutions qui sont en train de se développer pour l'automobile, pour tout ce qui est au sol, je dirais, pour l'aéronautique, c'est plus compliqué parce qu'il faut emporter l'énergie à bord. Donc comment vous voyez globalement les évolutions et quelles seraient les préconisations que vous pourriez avoir dans ce domaine? Je vais vous donner des préconisations, mais en fait vous êtes plus sachant que moi en fait normalement. Hein. Moi j'ai travaillé dans l'automobile, éventuellement je peux me considérer comme partiellement sachant, mais donc vous m'avez quand même demandé au travers de mon recul historique, on va dire, de ce que j'ai pu documenter. Donc je vais quand même vous donner votre avis, mon avis puisque vous me le demandez. On a parlé d'innovation, pas que technologique, ça a bien été dit en entrée. Et donc dans le cas de l'aviation civile, pour moi ce que j'explique dans mes bouquins, les 3 pistes qui ne sont pas du tout celles qui sont aujourd'hui enclenchées, mais que je pense qu'il faudrait enclencher urgemment. Une première innovation, c'est le contingentement du parc. Voilà. Alors, quand je dis le contingentement du parc, ça veut dire la stabilité de la flotte mondiale d'avions. Je dis d'avions, mais je dis exactement la même chose pour les bateaux, les navires, les automobiles, hein, rassurez-vous. Mais c'est même plus facile à comprendre pour l'aviation, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, il y a, admettons, à peu près 30 000, 28 000 avions de ligne en circulation dans le monde, par catégorie en nombre de places, mais se dire que ce nombre est fixe, simplement maintenant. C'est-à-dire qu'une compagnie qui achète un nouvel avion tout neuf, forcément, il faut qu'elle mette à la casse un avion de la même capacité. Voyez, donc, c'est-à-dire basculer d'un marché, parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que le marché de l'aviation,
comme le marché de l'automobile, entre parenthèses, quand il y a 2 avions qui sont fabriqués, 2 avions neufs qui sont vendus, il y en a un qui se substitue à un avion qui part à la casse. Donc ça, c'est super, puisque en une génération d'avions, on va dire, peut-être qu'il y a 20% de conso en moins, je ne sais pas, peut-être 25, peu importe. Donc là, on gagne. Voilà, si c'est 0,75 le coefficient. L'ennui, c'est qu'on fait 0,75 en face du 1, et puis on a un 0,75 qui apparaît à côté. Donc en fait, on remplace le 1 par 1,5. Et du coup, après, on a chaque année des avions plus économes, et chaque année, on bat des records de consommation de kérosène. Vous voyez. Donc il y a un moment, il faut qu'on arrive à gérer ça et à dire stop. C'est quelque chose, c'est un peu la semaine de Napoléon, j'ai compris, parce qu'il y a un film qui est sorti. Mais Napoléon, il a créé les cadastres. Et les cadastres, dans le logement, vous, quand vous achetez un appartement ou une maison, vous comprenez qu'il faut passer chez le notaire et acheter ce qui s'appelle le foncier. Le foncier, c'est rien. Alors qu'au Moyen-Âge, un terrain vague, vous plantez des piquets, c'est chez moi, à la lisière de la ville, et c'est comme ça que les villes grandissaient. Okay. Et puis là, Napoléon a mis un coup d'arrêt en disant non, maintenant, je vais faire des plans, et puis ça, telle parcelle, elle appartient à monsieur. Et donc c'est la mise en place des cadastres pour l'ensemble de la mobilité motorisée, pour stabiliser la flotte. Et à ce moment-là, le progrès technique permettra, et justement, là, par contre, les jeunes en question, si on stabilise la flotte, là, il faut embaucher, il faut y aller à fond pour faire des nouveaux avions, parce qu'on va être exclusivement sur un marché de renouvellement. Exactement pareil pour l'automobile. Ensuite, la nature des avions. Aujourd'hui, on parle de l'hydrogène et tout ça. Moi, mon sujet que je dis, c'est qu'il faut en fait qu'on relance plutôt des avions qui sont, grosso modo, je simplifie pour dire à hélice, je vous dirais à turbopropulseur, en fait, qui volent à 600 à l'heure et à moins de 7000 mètres, tout simplement. C'est-à-dire dire, voilà, les prochaines générations d'avions, dans quelques années, ça sera comme sur les autoroutes, il y a des panneaux de limitation de vitesse, vous imaginez un panneau sur les nuages, 600 à l'heure, moins de 7000 mètres. Et en développant ces avions-là, on aura des baisses de conso, on n'aura plus de traînées blanches. Mais évidemment, ce n'est pas à Airbus tout seul dans son coin de décider ça. C'est évidemment à l'OACI de le décider, parce que si Airbus décide ça, ça risque d'être un bouillon de ma faute, et Boeing vendra encore plus d'avions. Donc évidemment, c'est une décision internationale. Voilà. Sur les SAF, attention, hein, les SAF aujourd'hui, il faut que vous ayez conscience un peu de nombre. Chaque jour, aujourd'hui, par jour, vous savez, on sort 100 millions de barils de pétrole chaque jour. Les biofuels dans le monde, aujourd'hui, c'est 2 millions de barils. Okay, donc ça correspond à 2% du pétrole. Et les biofuels, c'est énorme en termes d'hectares concernés. Par exemple, aux États-Unis, 30% du maïs américain ne sert qu'à faire du biofuel, par exemple. Bon, je ne vous parle pas de l'Amérique du Sud avec toute la canne à sucre, etc. Donc c'est énorme les biofuels aujourd'hui. On ne peut pas imaginer, certes, l'aviation, elle pourrait dire les SAF, c'est pour moi. Parce qu'un SAF, bon, il y a le A aviation dedans, mais en fait, un SAF, c'est quoi? C'est un carburant liquide qui peut tourner dans n'importe quel moteur. Un SAF, ça peut tourner dans une voiture, un camion, ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que ça vous paraît socialement juste, simplement, que l'aviation se dise dans quelques années, 10-15 ans, les SAF, enfin les carburants liquides durables, c'est pour moi. Alors que ces carburants, on n'en aura guère plus dans quelques années, il faut être réaliste, que les 2 millions de barils, peut-être qu'on sera à 3, peut-être à 4 dans des hypothèses optimistes. Et pourquoi l'aviation dirait tout est pour moi? Alors qu'en fait, le premier usage de l'aviation, c'est du loisir, et c'est du loisir de personnes aisées. C'est un peu l'équivalent dans l'automobile, comme si vous êtes à Paris, vous achetez un Porsche Cayenne, vous êtes aisé, vous avez un Porsche Cayenne, vous basculez à l'éthanol, vous peindez votre voiture en vert et vous écrivez « mais moi je suis zéro carbone, je roule à l'éthanol durable avec mon Porsche Cayenne ». Mais vous allez vous faire crever les pneus toutes les semaines. Okay, donc pour moi, les SAF, il y en a peut-être un peu pour l'aviation, pour les trajets essentiels. Et pareil pour la route. Les SAF, l'équivalent routier, c'est peut-être pour les pompiers, la police, les ambulances, les rapatriements sanitaires. Mais par contre, pour le loisir, qu'il soit aérien, automobile, etc., pour les véhicules surdimensionnés, les SAF, ce n'est pas pour eux. Ça, pour moi, ça, socialement, ça ne passera jamais. Donc ça, c'est côté aviation. Alors, côté spatial, donc excusez-moi, je vous perturbe, mais bon, je ne suis pas très compétent, donc vous pouvez dire, c'est pas un gars compétent. Ce que j'écris sur l'aviation, j'écris 2 choses. Sur le spatial, pardon, sur le spatial. Mais en fait, contrairement à ce que vous avez dit, moi, ce que j'ai écrit, en gros, bon, aujourd'hui, on a quand même, vous savez, le climat, vous avez dit, c'est la première priorité. On a des systèmes énergivores un peu partout, pas du tout que dans l'aviation. Et dans le spatial, moi, ce que je me dis clairement, c'est qu'il faudrait alléger le spatial de la présence humaine, tout simplement. Tout simplement. Il y a des décisions mondiales qui ont été prises comme ça. Par exemple, l'Antarctique. Normalement, l'Antarctique, c'est pour les manchots.
alors que pourtant la présence humaine, elle aimerait bien y aller pour aller exploiter des ressources. Mais moi, je pense qu'il manque une décision mondiale de dire, en fait, ça ne sert à rien, c'est énergivore pour 2 raisons d'envoyer des hommes dans l'espace. Alors, il y a une raison que vous connaissez très bien, c'est qu'un lanceur pour envoyer des hommes, je veux dire Thomas Pesquet qui va prendre des photos depuis son hublot, je préfère envoyer un satellite qui va prendre des bien meilleures photos, quoi, clairement. Donc déjà, c'est énergivore d'envoyer des hommes, parce qu'on multiplie, on décuple complètement le poids des lanceurs, premier sujet. Mais le deuxième sujet qui est encore plus grave que ça, c'est que c'est un divertissement. Alors, c'est un divertissement d'envoyer des hommes au sens latin du terme. Au sens latin, c'est-à-dire diuertere, ça veut dire se détourner d'eux. Et envoyer des hommes dans l'espace, c'est de se détourner de la Terre, c'est-à-dire se dire à la Musk, non mais la Terre, elle part en vrac, c'est pas grave, on va aller installer l'humanité sur Mars. Voilà. Et donc, or, le problème aujourd'hui, c'est la Terre. Okay, donc, ne pas envoyer des hommes et décider d'arrêter d'envoyer des hommes en l'air comme ça, c'est dire aux gens, c'est un message de dire il faut qu'on s'occupe de la Terre. Alors, ce qui ne sous-entend pas qu'on envoie des satellites, il n'y a aucun problème. Satellites d'observation, il faut en envoyer davantage. Il ne faut pas arrêter du tout le spatial, mais à alléger le spatial de la présence humaine. Ensuite, en termes de satellites, moi je me pose des questions clairement sur les constellations Internet à la Jeff Bezos, je ne suis pas le seul, hein, à la Jeff Bezos et Elon Musk, qui veulent nous rajouter, vous voyez, les traînées blanches. Moi, je suis pour enlever les traînées blanches des avions en faisant des avions qui volent en dessous de 7000 mètres. Mais alors, les traînées blanches qu'on se prépare là, avec ces myriades de satellites alignés, franchement, je ne sais pas ce que ça va donner pour nos enfants. Voilà. On est en train de poubellifier le monde, quoi, hein, et des problèmes techniques. 3000 satellites en constellation aujourd'hui, 2500 incidents par jour qui nécessitent une procédure d'évitement. Oui. C'est-à-dire que quand on en aura 40 000 là-haut, il faut avoir, si vous voulez, si on veut du recul historique, et essayer de deviner quel est l'adjectif que vous allez coller à chaque siècle. Okay, on essaie de se placer dans un recul historique. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Okay, super, bon, ça c'est vachement positif. Le XIXe siècle, c'est le siècle la révolution industrielle. Du charbon, oui, alors c'est lié. Voilà. On pourrait dire c'est le siècle de la vapeur, c'est le siècle du charbon, on va dire le 19e siècle. Le 20e siècle, d'après moi, je ne suis pas le seul, je ne sais pas vous, ce que vous en pensez, pour moi c'est le siècle de la vitesse. C'est le siècle de la vitesse. Tout est accéléré, que ce soit les véhicules, mais aussi les communications, etc. Le siècle de la vitesse. Et la question, c'est quoi l'adjectif du 21e siècle ? Certains vont dire le siècle de l'innovation. Oh, le XXe siècle était un siècle d'innovation. Hein. Pour moi, le XXIe siècle, en fait, c'est le siècle des déchets. Malheureusement, c'est le siècle des déchets. Parce que quand on parle du changement climatique, le CO2, c'est un déchet de combustion. Quand vous regardez les océans de plastique, c'est des déchets. Il y a des déchets partout. L'artificialisation des sols, c'est quand même beaucoup de déchets. Donc en fait, on est en train de se lancer dans une gestion des déchets. Et malheureusement, au niveau spatial, de la gestion peut-être prochaine des déchets spatiaux qui va prendre le pas sur la gestion de l'espace. Donc voilà, bon, il faudrait que je note une note optimiste à la fin. Et puis je pense qu'il y aura un débat pendant les pauses sur votre position sur les vols habités. Bon, j'avais encore pas mal de questions. Il y en a une qui peut être aussi intéressante. Qu'est-ce que vous inspire la position radicale de Jean Covici sur la limitation à 4 voyages dans la vie ? On a 5 minutes, on peut faire la précédente question. Il a zappé. Je la poserai, la précédente. Bon, la précédente, on la pose après. Ouais, Janco, en fait, il a dit, donc ça, vous le savez mieux que moi, il faudrait limiter à 4 vols. Bon, je vais interpréter ce qu'il a dit, on va dire 4 vols aller-retour, je suppose que c'est ce qui signifie, plutôt des vols assez longs, quoi, hein, donc on va dire long courrier. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie en fait de dire chaque personne est limitée à 4 vols lointains, on va dire, dans sa vie, hein, c'est ça qu'il a écrit. Mais en fait, pour moi, ça c'est l'image, la meilleure image pour qu'on comprenne ce que c'est ce qui se passait dans l'entre-deux-guerres avec les transatlantiques. En fait, les transatlantiques, les traversées atlantiques, il y en avait vraiment beaucoup. C'était des trajets long courrier, okay, long courrier, bon, pas que beau. Il y en avait beaucoup. Au Havre, par exemple, à la belle saison, il y en avait quasiment tous les jours qui partaient du Havre pour aller à New York. Et en fait, à l'époque, vous mettiez donc 4 à 5 jours pour faire la traversée. Donc, quelqu'un qui faisait un trajet long courrier, on va dire, il avait 5 jours de mer à l'aller, 5 jours de mer au retour. Alors ça coûtait un bras, parce que ça coûte un hôtel en fait, c'est un hôtel flottant, donc ça coûte beaucoup plus qu'un avion, c'est normal. Enfin, l'avion n'existait pas, mais
Évidemment, c'est beaucoup plus cher qu'un trajet de 6 heures, quel qu'il soit. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Avec ce délai et ce coût, soit c'était des allées simples de gens qui émigraient, soit c'était des touristes qui y allaient, mais ils allaient aux États-Unis pour 2 mois, 1 mois, 2 mois, ils visitaient les États-Unis, et quand ils revenaient, ils se disaient la prochaine fois que je prends un paquebot, c'est pas avant 10 ans, tellement c'est éprouvant. Donc, ce que dit Jancovici, c'est ça. Et alors, le rapport entre ce qu'il dit et ce que j'ai dit moi, c'est qu'en fait, dans l'histoire des transports, s'il y a une leçon à retenir, alors retenez-la, celle-là, parce que Huxley dit que vous allez l'oublier, c'est que de tout temps, depuis, mais vraiment le milieu du 19e siècle, on a toujours promis qu'avec des transports, le nouveau moyen de transport plus rapide et meilleur marché qu'on proposait, grâce à ça, on promettait aux gens qu'ils allaient gagner du temps et aussi gagner de l'argent, parce que c'était plus rapide et moins cher. Et la leçon de l'histoire des transports, c'est que quasiment systématiquement, il y a eu un effet rebond sur les distances qui fait, et ça c'est vrai pour le domicile travail en voiture, c'est vrai pour le loisir international, et donc qui fait qu'à l'arrivée... Pour les trains de banlieue dont on parlait hier. Voilà, les trains de banlieue, le train de banlieue, la création du train de banlieue 1850 autour de Londres, les trains qui existaient, les ouvriers ne le prenaient pas, c'était un peu cher, et à un moment, la compagnie a créé un ticket hebdomadaire pas cher. Et là, les ouvriers se sont dit, mais je peux aller habiter à 10 km à la campagne grâce à ce ticket hebdomadaire pas cher. Et c'est là vraiment qu'on a eu le déclenchement de la création des banlieues. Les banlieues américaines, que vous connaissez avec leurs gros pick-up et les lotissements villes, on va dire, banlieues américaines, ont été créées par le rail, pas par la voiture. Les banlieues américaines, c'était les trains au départ. Dans l'expansion urbaine américaine, c'était des rails qu'on mettait. Ensuite, l'automobile a pris le dessus, je passe les détails. Mais donc, du coup, je me suis perdu. C'est de ma faute, oui. Non, on parlait de la vitesse et du temps. Voilà, de Janco, oui. Donc, voilà. Donc, du coup c'est la leçon de l'histoire, c'est qu'on a un effet rebond. Donc ça veut dire que la première solution technique, quelque part, pour essayer de résoudre notre problème, puisqu'on se rend compte qu'on a une hégémonie, une bougeotte exagérée de nos systèmes, où on est un peu le quartier des agités, je cite, je ne sais plus qui, des années 30, qui disait depuis l'espace, la Terre, ça devient le quartier des agités. Mais ça veut dire que la première réponse technique, ça serait de ralentir et de renchérir les transports, tout simplement, puisque c'est leur accélération et leur moindre prix qui a créé le problème dans lequel on est. Donc il faudrait peut-être les ralentir et les renchérir. Alors peut-être pas en supprimant les liaisons long courrier avion pour remettre des paquebots, transformer les Costa en paquebots de liaison, c'est exagéré, mais en tout cas, c'est ça le sens pour moi de ma réflexion et au moins des questions que vous devez vous poser. Je terminerai par la question sur, puisqu'on a parlé des différents niveaux d'ingénieurs, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Comment vous voyez donc l'évolution de la formation des ingénieurs, voilà, et aussi l'évolution de l'organisation dans les entreprises? Il m'a eu, parce qu'il a fait semblant de zapper cette question qui m'intéressait de répondre, il me la pose après. Donc, en fait, je voulais vous donner une anecdote de Jean-Albert Grégoire pour comprendre la réponse que je vais vous donner sur les histoires. Donc, vous vous rappelez, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 1, ingénieur de base, niveau 2, effet rebond, niveau 3, effet rebond collatéraux, niveau 4, je m'en vais, c'est trop l'horreur. Ça, c'était les 4 niveaux. Jean-Albert Grégoire, donc, je ne sais pas si vous le connaissez, donc, c'était un éminent spécialiste de l'automobile française. Il a créé sa propre marque qui n'a pas marché dans l'entre-deux-guerres, mais c'était le spécialiste vraiment de la traction avant. Quand je dis la traction avant, à la fois comme technologie, et c'est lui aussi qui a maîtrisé, qui a fait l'avant-projet pour Citroën, l'avant-projet de la traction avant, de la traction que vous connaissez de Citroën. Donc Jean-Albert Grégoire, un ponte de l'automobile dont l'histoire n'a pas retenu trop le nom, puisqu'il n'avait pas sa marque. Jean-Albert Grégoire, en 1942, on est en plein second conflit mondial, donc l'essence, elle est réservée aux armées. Et donc il y a quand même des grandes sociétés qui ont absolument besoin de voitures. Et donc, lui, comme c'est un spécialiste des châssis et de la traction avant, il y a la Compagnie Générale d'Électricité, associée avec Tudor, qui est un fabricant de batteries, qui l'appelle et lui dit, lui et avec les quelques fidèles collaborateurs qu'il avait, le directeur de la CGE lui dit: concevez-moi d'urgence une voiture électrique. Vous avez tous les moyens, la technologie on l'a, enfin on maîtrise avec Tudor, les batteries, les machins. Vous êtes le spécialiste français, vous avez 1 an, concevez-moi une voiture électrique. Et donc lui, dans ses mémoires, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit que s'il avait connu l'histoire de la voiture électrique, il aurait refusé le poste. C'est-à-dire, en fait, il a accepté le poste et il a réussi. En 1 an, il a conçu la CGE Tudor, fabriquée à 200 exemplaires seulement, mais qui a bien fonctionné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans ses mémoires, il écrit: si j'avais connu l'histoire de la voiture électrique, j'aurais refusé le poste. Tellement la voiture électrique avait subi d'échecs dans l'histoire, et du coup, je me serais dit, mais ça ne marchera jamais. En revanche,
Il dit, il faut quand même, donc le concepteur, quelque part, il faut qu'il soit naïf pour être efficace. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, zut quand même, moi qui travaille sur l'histoire des transports, qui essaie de l'enseigner aux étudiants, et il dit la phrase suivante, mais attention, il faut qu'il ait un adjoint qui soit une encyclopédie. Et c'est la communion des deux qui fait qu'il a réussi. Très intéressant ça. Donc ça veut dire qu'il ne nous faut pas, vis-à-vis peut-être même de la conscience environnementale, que des ingénieurs niveau 3. Alors avec des ingénieurs niveau 4, on ne fera rien. Avec des ingénieurs niveau 3, ils vont tellement être, pas stressés, mais conscients de tous les effets rebonds de partout que ça ne va jamais avancer. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est un mélange. C'est un mélange entre des ingénieurs de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et moi, mon analyse de la situation actuelle présente, c'est qu'on a beaucoup d'ingénieurs clairement qui se posent des questions. Ça, c'est très très clair à tous les étages. Sauf que les discours qu'on a depuis le top management, c'est des discours, je dis des discours de niveau 1. Okay, je ne dis pas que le top management est de niveau 1, pas du tout. Le top management, à mon avis, il a bien compris plein d'effets rebonds. Mais il colporte un discours de niveau 1. La caricature dernièrement, c'était le discours, l'échange entre Pouyanné, patron de Total, et Jean Jouzel. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans les médias, où Jean Jouzel dit, à l'université d'été du MEDEF, dit « mais il faut laisser sous terre tout le pétrole, il faut en laisser 60% sous terre, le GIEC l'a dit, etc. Il faut faire ça absolument ». Et Pouyanné qui lui dit, mais moi, les gens me demandent du pétrole. Moi, je fore, moi. Vous voyez, ingénieur de base. Alors qu'en fait, Pouyanné, c'est quelqu'un de très intelligent. Bon, il est polytechnicien, donc normalement, il est intelligent. Donc voilà. Donc, si vous voulez, donc ce qu'il faudrait, c'est que, à la base, on ait des ingénieurs de niveau 1, pas trop de niveau 3, sinon ils vont un peu polluer la dynamique des technologies. Par contre, quand on remonte dans l'hiérarchie, il faut qu'il y ait des ingénieurs de niveau 2 et de niveau 3 plutôt en top management, pour ne pas lancer des trucs et se rendre compte 10 ans après, mince zut, on n'aurait pas du tout faire ça. Voilà. Et puis des ingénieurs de niveau 4, bon, peut-être qu'au conseil d'administration, on en colle 2-3, là, histoire qu'ils balancent un peu. Mais voilà, donc c'est comme ça que je vois. Et donc les jeunes, en termes d'enseignement, de formation, je milite quand même pour que l'histoire des techniques, mais l'histoire critique des techniques, il ne s'agit pas, dans le cas de l'automobile, de faire l'histoire de l'automobile en parlant que des progrès techniques, du style, du design, de l'accélération, des records battus, des grands prix de Formule 1, etc. C'est l'histoire critique des techniques. Il faut absolument qu'on l'enseigne dans les écoles d'ingénieurs et ailleurs, que ce soit un vrai cours d'histoire, comme élève de Sciences Po à des cours d'histoire. Il faut qu'on ait d'ingénieur, il y a des cours d'histoire. Voilà, des cours d'histoire des techniques. Donc moi, je commence à en donner, mais je suis pas tout seul, mais aujourd'hui, c'est le début. Dans l'entreprise, je vous ai expliqué. Et puis, au niveau global, j'en ai un peu parlé, je pense qu'on a besoin de Rubicon. Okay, on a besoin de Rubicon technologique. De Rubicon, c'est de dire, tous ensemble, donc au niveau mondial, on ne va pas au-delà de ça. Okay, typiquement l'Antarctique, typiquement les essais nucléaires, même si M. Poutine apparemment, voilà, mais bon, les essais nucléaires, tout le monde a dit c'est interdit. Bon, voilà. Et donc dans les Rubicons, par exemple, autour de la technologie et nos sujets, il y aurait donc je vous pose des questions de vous dire est-ce que ça vaudrait le coup, vous y réfléchissez, de faire un Rubicon sur tout ce qui est véhicule autonome routier, volant et tout ça. Véhicules autonomes pour des gens très aisés, etc. Bon, est-ce que ça vaut le coup de rajouter encore des véhicules dans le panorama qui vont voler tout seuls ou rouler tout seuls avec plein de conséquences? Je vous passe, j'ai écrit tout ça dans mes bouquins. Vous pouvez y réfléchir. Deuxième sujet, les vols supersoniques civils. Est-ce qu'il ne faudrait pas de dire on arrête? Alors le Concorde, c'était super. Yann, je ne te jette pas la pierre. Pas du tout. C'était le XXe siècle. C'était le siècle de la vitesse. Tu as bossé sur le Concorde. Enfin, vous avez bossé sur le Concorde. Super. C'était le XXe siècle. Pas de regret. Le Concorde, c'est l'histoire ancienne. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez des avant-projets, enfin, je ne sais pas où ça en est, mais pour relancer le vol supersonique civil. Donc là, en fait, il faudrait dire vol supersonique civil, non. OK? Non, c'est une proposition. Ensuite, laquelle j'ai mis? Les livraisons par drone. L'escalade amazonienne, okay, voilà, livrée en un quart d'heure grâce à votre machin, mieux que le voisin, la dernière mode jetable, etc. Donc en gros, interdire les livraisons commerciales par drone à la Amazon++. Voilà. Et puis le spatial, je l'ai dit, arrêter les vols habités. Voilà, arrêter les vols habités. Donc voilà, je pense qu'on a besoin de Rubicon, et pas justement, et je suis un peu contre la citation qui a été indiquée, qui est de dire que le futur, il faut le créer, quoi. Tout ce qu'on imagine, il faut le faire. Mais non, justement. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation où justement le futur, il faut le sélectionner. Il faut dire, ce futur-là, on y va à fond, ce futur-là, on n'y va pas du tout.
Je pense qu'on a vraiment besoin de réflexions globales comme celle-là. Et on termine par... Peut-être une évocation. On est à Toulouse, alors je sais bien qu'il est plutôt lyonnais, mais on a juste à côté le bâtiment BC612 là, qui est dédié donc à... Ouais, je vais faire une dernière citation, comme ça on aura Saint-Exupéry. bouclé la boucle. Donc une citation de quelqu'un qui devrait être votre mentor, puisque c'est un aviateur le plus célèbre, et c'est un écrivain, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, je vous invite à lire ou relire Terre des Hommes. Donc Terre des Hommes, écrit en 1939, dont un chapitre s'appelle L'avion. Vous connaissez des extraits de tellement ça a été cité. Par exemple, c'est là où il dit « L'avion, c'est un outil. Ce n'est pas un but. C'est un outil comme la charrue. » Peut-être que vous aviez... Voilà. Et donc, dans ce chapitre, notamment, il explique... Donc, on est en 39, Saint-Exupéry. Il dit, voilà, jusqu'à maintenant, on n'a pas arrêté d'envahir la terre, de construire des usines, des routes, des machins, des bidules. On n'a pas arrêté d'envahir la terre. Maintenant, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut qu'on habite la terre. Il faut qu'on arrête de la conquérir. Voilà. Et ça, c'est un message très important qu'il a jeté en 1939, qu'on n'a toujours pas entendu et qu'il serait temps d'écouter. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous aurez l'occasion, donc Laurent va rester jusqu'à même ce soir. Toute la journée. Pour le dîner. Si les livres vous intéressent, j'en ai 2 de chaque, mais je les vends au nom d'une librairie à Bordeaux. Donc si ça vous intéresse, mais jetez-vous dessus, je n'en ai que quelques-uns. Vous pouvez les feuilleter, je suis là toute la journée si vous voulez discuter. Voilà. Merci beaucoup.